Premièrement, ce soir, nous pouvons vous montrer des images récemment publiées par notre force de défense de 3 navires de guerre chinois qui se trouvent maintenant au large de la côte de Sydney. Bien que leur emplacement exact n'ait pas été divulgué, les navires se trouvent à environ 150 milles nautiques de la côte, à peu près la même distance qu'un voyage de Sydney à Canberra, dans un geste décrit comme une démonstration agressive de puissance. L'Australie est une arme secrète, vous avez bien entendu. Dans les années et décennies à venir, elle sera à l'avant-garde pour contrer la croissance de la puissance militaire chinoise. Il ne s'agit pas seulement d'alliances, mais de positionnement stratégique, de renforcement militaire et de démonstration de force. Actuellement, dans le nord reculé de l'Australie, un événement majeur se produit. Les bases aériennes sont en expansion et les navires de guerre accostent. Les Marines des États-Unis s'entraînent aux côtés des forces australiennes. De nouvelles installations sont en construction à la base Royal Australian Air Force de Tyndall pour abriter des bombardiers à longue portée pouvant atteindre les frontières de la Chine. Pendant ce temps, le pacte Australia, United Kingdom, United States introduit des sous-marins à propulsion nucléaire, changeant la donne pour la puissance militaire de l'Australie comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Pourquoi l'Australie? Le timing s'explique par les enjeux de puissance, de stratégie et de domination des rivaux dans une région sous tension. Vous voyez, le 21e siècle se profile comme un jeu de pouvoir entre les États-Unis et la Chine, et l'Indo-Pacifique est juste au centre de tout cela. Pour la Chine, cette région ne concerne pas seulement la géographie, il s'agit de survie, de pouvoir et de dominance. C'est le foyer de routes commerciales parmi les plus fréquentées au monde, dont la Chine dépend pour maintenir son économie. De plus, l'Indo-Pacifique est le tampon sécuritaire de la Chine. Plus les forces militaires étrangères s'approchent de ses frontières, plus elle se sent menacée. C'est pourquoi Pékin est si concentré sur l'expansion et le maintien de son influence ici. Le contrôle de la région offrirait à la Chine des avantages économiques, militaires et politiques. Pour cette raison, le Parti communiste chinois veut réduire l'influence américaine autant qu'ils le peuvent. En plus de leurs inquiétudes sécuritaires et économiques, les Chinois s'efforcent activement d'étendre leur territoire. Nous avons déjà vu la Chine construire des îles artificielles militarisées dans les eaux internationales de la mer de Chine méridionale. De plus, la menace d'envahir Taïwan persiste. L'expansion de la Chine vers le sud augmente le risque d'encerclement et d'invasion potentielle des pays voisins. Et finalement, même l'Australie et l'Océanie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les États-Unis et l'Australie collaborent secrètement pour contrer la Chine. Ce partenariat n'est pas nouveau. Les États-Unis et l'Australie travaillent ensemble depuis assez longtemps. En fait, ils partagent beaucoup d'histoires. Auparavant colonie britannique, ils ont hérité de valeurs, d'une démocratie, d'une langue et d'objectifs stratégiques similaires. Ce sont également deux pays massifs, avec d'énormes territoires terrestres et maritimes. Et dans l'histoire moderne, ils ont été des acteurs clés de l'Alliance occidentale. Dès le début du XXe siècle, l'Australie a entamé l'établissement de ses propres relations diplomatiques et de sécurité. C'était une étape de leur processus d'indépendance face aux Britanniques. En 1908, le premier ministre Alfred Deakin a invité la Grande Flotte blanche américaine à visiter l'Australie. C'était la première fois qu'une marine non britannique visitait l'Australie. Cela a créé un précédent pour les futurs partenariats américano-australiens. Les États-Unis et l'Australie ont été alliés lors des deux conflits mondiaux. Malgré des différences sur les conditions de paix après la Première Guerre mondiale, ils sont demeurés des alliés fidèles pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit a démontré une coopération précoce entre les États-Unis et l'Australie dans la guerre du Pacifique. Le général américain MacArthur a installé son quartier général à Brisbane, donnant aux États-Unis d'Amérique une position clé pour combattre l'Empire japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, le premier partenariat militaire entre les États-Unis et l'Australie fut établi. Il était connu sous le nom d'Australia-New Zealand United States Security Treaty, le pacte de sécurité à trois entre les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les États-Unis voulaient étendre leur présence dans le Pacifique avec leurs nouveaux alliés au Japon et aux Philippines. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, nations occidentales anglophones et alliés clés lors de la Seconde Guerre mondiale, ont fortement contribué à accroître l'influence américaine dans la région. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Australie était moins dépendante de la Grande-Bretagne, s'ouvrant davantage à un partenariat avec les États-Unis. Avec cet accord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont également accepté que les États-Unis rearment le Japon. Les États-Unis voulaient en faire du Japon un autre allié occidental dans le Pacifique. L'Australie était d'abord méfiante à cause des attaques japonaises sur son sol pendant la guerre, mais elle a finalement accepté et formalisé cela dans les années suivantes. Ce traité servait de moyen pour protéger l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis de toute autre attaque étrangère sur leur sol. Le traité Australie-Nouvelle-Zélande, États-Unis, signé le 1er septembre 1951, a servi de forme d'OTAN pour la région Indo-Pacifique. Ce fut le premier traité signé par l'Australie sans l'implication de la Grande-Bretagne. Cela a créé des tensions au Royaume-Uni,
qui n'a rejoint l'alliance entre les États-Unis et l'Australie que bien plus tard. Le traité Australia-New Zealand United States Security Treaty est également survenu pendant une période cruciale de l'après-guerre. C'était le début de la guerre froide, et le communisme était en hausse en Chine et en Corée. Bien que le traité n'ait pas été formellement invoqué, l'Australie a envoyé des troupes aux guerres par procuration entre les États-Unis et l'Union soviétique. Des soldats australiens ont combattu en Corée, au Vietnam et dans le Golfe. Le premier ministre australien Robert Menzies a envoyé des troupes au Vietnam via l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. C'était une réponse occidentale à la montée du communisme dans l'Indo-Pacifique. Alors que la guerre froide se prolongeait avec des changements régionaux, l'Australie a choisi de moins s'impliquer dans les guerres par procuration. Un exemple de cela a été la tentative de coup d'État indonésien de 1965. Cela a entraîné un changement de régime qui est devenu plus anticommuniste. L'Indonésie était maintenant un allié plus fiable en ce sens. Pour cette raison, l'Australie serait encore moins encline à envoyer des troupes à l'étranger. Parallèlement, des divergences stratégiques entre l'Australie et les États-Unis ont contribué à réduire l'engagement australien. De telles différences peuvent ressurgir aujourd'hui avec la nouvelle administration Trump. Mais quoi qu'il en soit, l'Australia-New Zealand United States Security Treaty a fourni une solide base pour la position des États-Unis dans l'Indo-Pacifique. Le traité a ouvert une nouvelle ligne de communication entre les trois pays concernant les menaces et les réponses. Il engage chaque pays à fournir à l'autre un soutien militaire en cas d'attaque contre eux. En invoquant le traité contre la Chine, les États-Unis auraient accès à l'Australie. Dans ce cas, les Américains seraient libres de construire une infrastructure militaire stratégique en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Cependant, le traité n'a été invoqué qu'une fois, après les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, impliquant directement l'Australie dans la guerre américaine contre le terrorisme. À l'époque, le premier ministre australien John Howard est devenu un allié clé du président américain George W. Bush. Il a soutenu l'invasion américaine de l'Afghanistan en 2001. Il a aussi soutenu les États-Unis lors de la crise du désarmement en Irak de 2002-2003. L'Australie a participé aux côtés des États-Unis à l'invasion de l'Irak menée par ces derniers. L'opération Falconer a consolidé davantage l'alignement américano-australien sur ce sujet. Cela a aussi permis d'honorer son engagement envers les Amériques via l'Australia-New Zealand United States Security Treaty. En 2011, sous la présidence de Barack Obama, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire en Australie. Les Marines et l'armée de l'air américain ont commencé à déployer des troupes et à mettre en place des infrastructures dans le nord de l'Australie. Ces derniers ont été complétés par les bases militaires australiennes existantes dans les territoires du nord de l'Australie. À ce moment-là, ils ont commencé à participer à des exercices d'entraînement militaire conjoints. Cette décision a été critiquée par la Chine et l'Indonésie. Cette réaction montre la crainte du Parti communiste chinois d'une collaboration militaire durable entre les États-Unis d'Amérique et l'Australie. D'ici 2013, l'armée de l'air des États-Unis a commencé à effectuer des déploiements rotationnels de chasseurs et d'avions-citernes à travers l'Australie. Parmi les nombreuses bases australiennes que les États-Unis ont utilisées, nous pouvons souligner deux sites clés, la Royal Australian Air Force, Royal Australian Air Force ou Royal Australian Air Force Base Tyndall et la Royal Australian Air Force Base Darwin. La base Royal Australian Air Force Tyndall est une des plus récentes bases d'opération de la Royal Australian Air Force. Elle se trouve à 15 km, 9,3 miles, de la ville de Catherine et à 320 km, 198 miles, au sud-est de Darwin, capitale du territoire du Nord. Construite en 1942 durant la Seconde Guerre mondiale, elle a été agrandie et modernisée au fil des décennies. Finalement, elle a été déclarée base aérienne pleinement fonctionnelle au milieu des années 80. Depuis son ouverture officielle en 1988, la base de la Royal Australian Air Force Tyndall a accueilli des exercices militaires majeurs chaque année. Ils ont invité des militaires en visite du monde entier, dont les États-Unis. Pitch Black, Diamond Storm et Talisman Shore sont trois exemples notables de ces événements. L'exercice Talisman Shore est le plus grand exercice militaire conjoint australo-américain. L'Australie construit une nouvelle rampe de stationnement à Tyndall. Il a la capacité d'accueillir 4 des plus gros avions de la Royal Australian Air Force, les ravitailleurs KC-30. Ces puissants ravitailleurs peuvent ravitailler les jets de combat et permettre des attaques à des distances beaucoup plus grandes. Les États-Unis prévoient aussi de construire leur propre rampe de stationnement pouvant accueillir 6 bombardiers B-52. Les bombardiers de la base Tyndall pourraient atteindre la Chine continentale. La base de la 6,5 km, au nord-est de Darwin, partage la piste avec l'aéroport international de la ville. De nombreux exercices militaires américano-australiens se déroulent également dans cette région. Les États-Unis ont récemment construit un nouveau dépôt de carburant dans cette base pour leur MV-22 Osprey des Marines. Ce type d'aéronef est capable d'atterrir verticalement comme un hélicoptère et de passer en vol comme un avion normal en plein air.
Les Américains prévoient d'étendre l'actuelle rampe de stationnement ici pour accueillir davantage de ces aéronefs. De plus, ces deux bases sont situées dans une zone très peu peuplée. Le territoire du Nord a une petite population de juste un peu plus de 250 000 à partir de 2023. La densité de population est de 0,19 personnes par kilomètre, soit environ 0,5 personnes par mile carré. Ils sont répartis sur une vaste zone de 1,35 km, soit 520 000 miles carrés. Cela présente beaucoup de terrain disponible pour ce genre de base militaire. La région jouit aussi d'un climat sec optimal à l'année, facilitant les manœuvres militaires. Tous ces éléments créent des conditions idéales pour réaliser des exercices tels que Talisman Shore. Les zones reculées de l'Australie occidentale et du Queensland sont également idéales pour ces bases. Des bases comme Rathkirton et Bays Learmonth sont envisagées pour une expansion et des améliorations, également pour une utilisation américaine. Ces bases sont stratégiquement séparées de 3000 miles, soit environ 4800 km, d'est en ouest. Cela empêcherait la Chine de porter un seul coup fatal et décisif. Cela permet aussi aux États-Unis de maintenir sa force contre la Chine, même si les Chinois neutralisent l'une de ses bases éloignées. L'Australie prévoit aussi de moderniser la piste d'atterrissage des îles Cocos. Ce sont de minuscules atolls de corail dans l'océan Indien. Ils sont situés au nord-ouest du continent australien et au sud de l'Indonésie. Cette expansion permettrait de transporter des avions militaires plus lourds, tels que le P-8A Poseidon. Également connu comme un chasseur de sous-marins, le P-8A pourrait être utilisé pour surveiller l'activité navale chinoise dans la région. Il est donc logique que la marine américaine ait déjà répertorié les îles Cocos comme un emplacement possible pour collaborer avec les Australiens dans ce nouveau projet. Un élément clé du partenariat entre les États-Unis et l'Australie reste encore à aborder. Au-delà des exercices militaires en cours et des traités existants comme l'Australia-New Zealand-United States Security Treaty, il y a l'Australia-United Kingdom-United States. Ceci est le dernier développement dans l'évolution de la relation sécuritaire américano-australienne. Australia-United Kingdom-United States est un partenariat de sécurité trilatéral entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il vise à renouveler l'ancien traité Australia-New Zealand-United States Security Treaty de la guerre froide. La Nouvelle-Zélande a été largement inactive dans l'Australia-New Zealand-United States Security Treaty depuis les années 80 en raison de ses politiques de non-nucléarisation et d'anti-militarisation rendant un nouvel accord nécessaire. Cette fois, le Royaume-Uni a aussi rejoint l'Alliance, signant son premier partenariat de sécurité avec une Australie souveraine. Il a été annoncé en septembre 2021 et il vise à renforcer les liens de sécurité entre les trois pays. Il inclut un partage renforcé des informations et technologies, ainsi qu'une expansion des infrastructures militaires et des chaînes logistiques. L'accord a deux piliers clés qui auront un impact significatif sur l'Australie. Le premier est de fournir des sous-marins nucléaires à la marine australienne. De plus, les États-Unis et le Royaume-Uni enverront leurs propres sous-marins nucléaires en rotation en Australie. Les sous-marins américains devraient débuter leur rotation le long de la côte ouest australienne en 2027. Le deuxième pilier du traité vise à renforcer les capacités cybernétiques de l'armée australienne. Cela comprend l'intelligence artificielle, le quantique et l'infrastructure hypersonique. Le traité répond directement à la vision moderne de la Chine comme menace croissante pour la stabilité dans l'Indo-Pacifique. Cela résulte de l'expansion militaire de la Chine, de sa rhétorique agressive, notamment ses menaces envers Taïwan et ses tentatives d'étendre son influence dans la région. L'origine de ce traité remonte au milieu des années 2010, lorsque la marine australienne cherchait à remplacer ses sous-marins de classe Collins vieillissants. À cette fin, ils se sont associés à la France. En 2016, le Premier ministre Malcolm Turnbull a signé un contrat de 50 milliards de dollars australiens avec Naval Group, une entreprise française, pour la construction d'une nouvelle classe de sous-marins. Ces nouveaux sous-marins seraient basés sur les sous-marins nucléaires français Barracuda. D'ici 2019, les deux parties avaient convenu de construire 12 sous-marins en Australie. Cependant, cet accord a subi de nombreux retards et augmentations de coûts, doublant presque le coût à 90 milliards de dollars. L'accord a été bloqué. En juin 2021, les préoccupations concernant les coûts et les retards ont continué de croître. Des députés australiens envisagent un plan de secours en cas d'échec de l'accord français. Malgré les inquiétudes, le Premier ministre Scott Morrison a rencontré le président Macron pour réaffirmer leur engagement envers le projet. Fin août 2021, les ministres de la Défense français et australiens ont réaffirmé cet engagement. 3 semaines plus tard, l'Australie a résilié l'accord. Le même mois, Australia, United Kingdom, United States a été annoncé. En 2021, l'Australie a secrètement négocié un nouvel accord avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Cela s'est fait à l'insu du gouvernement français et du groupe naval. L'Australie a délaissé l'accord sur les sous-marins nucléaires français pour un meilleur avec les États-Unis et le Royaume-Uni.
Lors du sommet du G7 en juin 2021 à Cornwall, en Angleterre, le Premier ministre Morrison a rencontré le Premier ministre Johnson et le président Biden sans Macron. Ils ont discuté et négocié le nouveau traité dans le dos de la France. Cela a été possible à cause du Brexit. Avec le Brexit, le Royaume-Uni n'avait plus l'obligation d'informer l'Union européenne de ses nouveaux accords de sécurité. La France était compréhensiblement furieuse de l'annulation soudaine et du nouvel accord. Macron était furieux d'être exclu des discussions Australia, United Kingdom, United States. En réaction, la France a rappelé brièvement ses ambassadeurs des États-Unis et d'Australie. Ils ont aussi menacé de retarder l'accord commercial Australie-Union européenne en cours de négociation. Clément Bourne, un haut fonctionnaire français, a déclaré que la confiance entre la France et l'Australie était brisée et ne serait pas facilement réparée. De plus, il a critiqué le Royaume-Uni comme un vassal opportuniste des Américains. Des sommets ont été annulés et Macron a insisté sur le besoin pour l'Union européenne de se focaliser sur ses propres enjeux de sécurité et d'accroître ses capacités militaires. Scott Morrison a été évincé au profit du parti travailliste d'Anthony Albanese. Son gouvernement s'est attelé à restaurer les relations avec la France. Il a négocié avec Naval Group pour annuler le projet. Un autre haut fonctionnaire français a affirmé l'engagement de son gouvernement à réparer les relations avec l'Australie. Le Premier ministre albanese a prévu des voyages en France. Ce différend, bien que bref, a révélé une faiblesse clé. Cela a révélé la fragilité de l'unité occidentale, notamment concernant l'Indo-Pacifique. Quoi qu'il en soit, Australia, United Kingdom, United States auraient des effets directs sur les relations de sécurité américano-australiennes. Cela impacterait grandement la coordination de leurs efforts pour contrer l'influence chinoise dans la région. Cela montre également comment les deux pays pourraient répondre aux attaques chinoises sur des cibles indo-pacifiques. Les cibles, qui pourraient inclure l'Australie, sont suggérées par la réaction de la Chine à l'accord. Le Parti communiste chinois a condamné Australia, United Kingdom, United States, citant des préoccupations selon lesquelles il perturberait la paix et la stabilité régionale. La Chine a déclaré qu'elle favoriserait aussi une plus grande nucléarisation de la région avec les nouveaux sous-marins australiens. Le Global Times, dirigé par le Parti communiste chinois, a sévèrement critiqué l'Australie, la qualifiant d'adversaire de la Chine. Il a averti que la Chine pourrait désormais cibler l'Australie. Cela avertirait les États-Unis et ses alliés régionaux de ne pas provoquer la Chine. Un groupe de réflexion de Pékin a émis un avertissement sur l'acquisition de sous-marins nucléaires par l'Australie. Il a déclaré que la Chine pourrait désormais traiter l'Australie comme un pays nucléaire. Avec cette catégorie, il serait légitime de cibler les Australiens avec des armes nucléaires pendant une guerre. Avec une étiquette d'ennemi, l'Australie deviendrait maintenant l'adversaire le plus proche de la Chine, et pour cette raison, la Chine voudrait l'attaquer en premier et sécuriser sa position régionale pendant ladite guerre. D'un autre côté, cet accord renforce les liens militaires déjà forts entre l'Australie et les États-Unis. L'accord complète les exercices militaires existants et l'expansion des opérations de base des États-Unis dans le nord de l'Australie en cimentant une position américaine plus forte contre la Chine dans un scénario de guerre. En réponse, certains critiques ont même plaisanté en disant que l'Australie devient le 51e État. Je sais que vous repéreriez tout de suite la référence aux propos récents sur le Canada. Néanmoins, il est évident que la coopération entre les États-Unis et l'Australie s'intensifie rapidement, comme le souligne un analyste de l'Institut Lowy en utilisant une métaphore différente. Ils prétendent que l'Australie est un porte-avions insubmersible au fond des voies maritimes critiques. Cela fait référence à la vaste taille de l'Australie et à sa position juste au sud de la mer de Chine méridionale. Australia, United Kingdom, United States et Australia, New Zealand, United States Security Treaty ne sont pas les seules instances existantes d'une alliance entre les États-Unis et l'Australie. Ils participent au dialogue de sécurité quadrilatéral, abrégé en Quad. Cette alliance inclut aussi l'Inde et le Japon. Cependant, le Quad joue un rôle moins crucial pour la sécurité australienne que l'Australia, United Kingdom, United States. Cela s'explique par la forte dépendance économique de l'Inde et du Japon envers la Chine, notamment pour les chaînes d'approvisionnement clés et les routes commerciales. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a continué de croître récemment. En 2023, leur commerce bilatéral s'élevait à 215 milliards de dollars. Et des minerais aux minéraux précieux et aux céréales, les exportations de l'Australie vers la Chine valaient plus de 120 milliards de dollars en 2023. La Chine est aussi une source majeure de tourisme pour l'Australie, avec environ 550 000 touristes chinois enregistrés en 2023. Compte tenu de la proximité de l'Australie avec la Chine et de son attrait touristique croissant, cela a du sens. Cependant, en même temps, la Chine a continué à devenir plus affirmée dans la région. Elle a récemment signé un accord de sécurité avec les îles Salomon, un proche voisin australien. Pour cette raison, l'Australie a commencé à se pencher encore plus vers les États-Unis pour la sécurité. En ce moment, l'Australie joue un jeu dangereux d'équilibrage des côtés.
D'une part, elle risque de provoquer la colère chinoise en coopérant plus étroitement avec les Américains. Elle devient une arme secrète que les États-Unis peuvent utiliser contre la Chine. Elle a également risqué de dégrader ses relations avec d'autres alliés occidentaux. Cela illustre leur bref désaccord avec la France après l'annulation de l'accord sur les sous-marins. Vous pouvez constater que cela a mis en danger les relations de l'Australie avec l'ensemble de l'Union européenne. Cependant, il risque de s'aliéner l'Occident en accroissant sa dépendance économique envers la Chine. L'Australie doit se préparer aux conséquences d'un éventuel conflit avec la Chine. Ils devront faire face au risque de devenir une cible directe ou même le théâtre de cette guerre. L'Australie devra trouver un équilibre entre économie et sécurité. Comme l'a dit un législateur des États-Unis, l'Australie compte sur la Chine pour la prospérité et sur l'Amérique pour la sécurité. C'est l'équilibre qu'ils cherchent à atteindre.